Papa a ri en disant, nous avons voté. Puisque tu n'as pas d'enfant, tu paieras pour les nôtres. J'ai attrapé mon téléphone. Le lendemain, ils m'ont supplié d'arrêter alors que leur Noël s'effondrait. Mais alors j'ai dit, vous vous moquez de moi. Ma main s'est figée en l'air, tenant ma fourchette. Je venais de vérifier mon téléphone sous la table. Au début, j'ai cru à un bug. Un débit de 13 642 $ sur ma carte de crédit ce matin-là. Mais ensuite, j'ai vu le détail. Grand magasin, chaîne de jouets, boutique de cadeaux en ligne, tous les cadeaux, chacun d'entre eux. Qui a fait ça, ai-je demandé doucement, ma voix tranchant le bruit de fond du papier cadeau froissé et des chants de Noël chantés à contre-cœur par le haut-parleur. Papa a levé les yeux de son verre de vin, trop nonchalamment, comme si je venais de demander si la dinde était sèche. Nous avons voté, a-t-il dit avec un visage impassible. Tu n'as pas d'enfant, alors tu devrais payer pour ceux qui en ont. J'ai cligné des yeux. Quoi? C'est logique, a-t-il poursuivi, comme s'il expliquait les modèles météorologiques. Tu n'as pas d'enfant. Nous autres, si. Alors nous avons pensé qu'il était juste que tu couvres les cadeaux cette année pour les petits. Je l'ai regardé fixement, puis maman, qui a rapidement baissé les yeux sur son assiette. Ma sœur a continué à siroter son vin pendant que ses jumeaux déchiraient des boîtes de Lego que j'avais apparemment payées. Mon cousin Jeff m'a adressé un haussement d'épaule penaud, comme s'il savait que c'était mal mais n'allait pas me défendre. Vous avez utilisé ma carte sans me le demander, ai-je dit. Vous avez simplement décidé que je paierais pour tout parce que je suis célibataire. Tu dis toujours que ça ne te dérange pas d'aider, a marmonné maman. Aider, ai-je répété, riant presque. Aider, c'est offrir. Ça, c'était un complot en coulisses. Ne te mets pas dans tous tes états, a dit papa avec un haussement d'épaule. Ce n'est que de l'argent. Tu en as plein. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine les mots par-dessus le pouls dans mes oreilles. J'ai balayé la table du regard. 12 personnes, dont la moitié ne m'avaient pas parlé de toute l'année, sauf pour demander une faveur ou un prêt. Et maintenant, ils convenaient tacitement que je devais financer leurs vacances, comme une sorte de récompense pour être sans enfant. Vous êtes incroyable, ai-je dit en me levant. Assieds-toi, a lâché mon cousin. Ne gâche pas l'ambiance. Les enfants s'amusent bien. Oh, ne t'inquiète pas, ai-je dit, cherchant mon téléphone dans ma poche. Je ne vais pas gâcher l'ambiance. Je vais mettre fin au spectacle. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé papa, amusé. J'ai croisé son regard. Ça veut dire que tu vas adorer ce qui va suivre. Il a effectivement ri, comme si je bluffais, comme si j'étais trop lâche pour enfin faire ce que j'aurais dû faire il y a des années. Il n'a pas ri le lendemain. Parce que le lendemain, mon téléphone a explosé. 53 appels manqués, un cousin hurlant, maman suppliant, papa me suppliant réellement d'arrêter. Mais à ce moment-là, j'avais déjà appuyé sur « Envoyer » et il n'y avait pas de retour en arrière possible. On ne se réveille pas un jour en réalisant que sa famille vous considère comme un portefeuille. Non, ça arrive lentement, discrètement, comme une fuite sous le plancher. On ne remarque la pourriture que lorsque tout s'effondre. Ça a commencé il y a des années. Après l'université, j'ai trouvé un emploi dans la tech. Rien de fou, juste un travail stable, une assurance maladie et un salaire qui ne rebondissait pas. Ma sœur est tombée enceinte à 23 ans et est retournée vivre à la maison. Mon cousin Jason a abandonné ses études supérieures et a commencé à se chercher pendant 7 ans d'affilée. Mes parents disaient que c'était juste une mauvaise passe pour tout le monde. Et moi, j'étais celui qui s'en sortait bien. C'est ce qu'ils disaient toujours. Tu t'en sors bien. Tu n'as pas besoin de grand-chose, me rappelait ma mère avec un doux sourire condescendant. Tu as de la chance. Tu devrais partager cette chance, m'a dit un jour ma tante en acceptant un chèque de loyer de ma part pour son fils. Au début, c'était des petites choses, fournitures scolaires pour les enfants, argent pour l'essence pour l'entretien d'embauche de quelqu'un, participation à un cadeau d'anniversaire de groupe auquel je n'avais jamais accepté de participer. Mais ensuite, c'est devenu constant. Quand mon frère Dan a perdu son emploi, j'ai payé son loyer pendant 6 mois. Quand ma cousine Sarah a voulu lancer sa petite entreprise, j'ai couvert ses frais Shopify et acheté tout son premier stock. Elle a vendu 2 articles et n'en a plus jamais parlé. Quand l'oncle Greg a eu un problème de santé et pas d'assurance, devinez qui a payé la note? Oui, moi. Je ne me suis pas plaint. Pas au début.
Je n'arrêtais pas de me dire, c'est ce que font les familles. Mais voilà le truc, les familles ne vous tendent pas le couteau en vous remerciant de saigner. Ils m'ont saigné à blanc, et je les ai laissés faire. Le pire, c'est qu'ils agissaient comme s'ils me faisaient une faveur. Tu te sens bien d'aider. Ton nom est sur la carte de groupe. C'est spécial. Ne sois pas si coincé. Nous sommes une famille. Personne n'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. C'était du temps, de l'énergie, de l'attention, de la bande passante émotionnelle. J'étais le babysitter par défaut, le contact d'urgence, le type « quelqu'un doit t'aider ». Quand j'ai eu la grippe un soir de réveillon de Noël, j'ai envoyé un texto à ma mère pour lui dire que je ne pouvais pas venir. Elle a répondu « D'accord, mais peux-tu quand même envoyer les cadeaux ? Les enfants comptent sur toi. » Je me souviens d'être assis sur le sol de ma salle de bain, enveloppé dans une couverture, étourdi par la fièvre, et de penser « Pourquoi ne se souviennent-ils de mon existence que lorsqu'il y a une facture qui m'est attachée ?» Mais le moment où ça a vraiment fait tilt, le moment qui a déclenché la réaction en chaîne, c'était 3 mois avant ce dîner de Noël. J'avais emmené ma nièce dans une librairie et l'avais laissée choisir ce qu'elle voulait. 50 $ plus tard, elle avait des fournitures d'art, des livres cartonnés et un paresseux en peluche géant qu'elle a appelé Slumpy. Elle était ravie. J'étais heureux aussi, jusqu'à ce que je la dépose. « D'où vient Slumpy ?» a demandé ma sœur. J'ai souri. Je l'ai laissé le choisir aujourd'hui. Ma sœur a froncé les sourcils. Tu la gâtes. Tu te crois l'oncle sympa juste parce que tu as de l'argent. J'ai cligné des yeux. Quoi? Honnêtement, s'est-elle moquée. Dépense moins enjouée et plus en personnalité. Ça m'a tellement frappé que j'ai failli rire. Je venais de passer mon week-end avec son enfant. Du temps que j'aurais pu passer à me reposer, à sortir, à vivre. Et au lieu de remerciements, j'ai eu des moqueries. Comme si être serviable me rendait pathétique. C'est là que le masque est tombé. Pas le sien, mais le mien. Je les ai vus pour ce qu'ils étaient. Des preneurs, déguisés en êtres chers. Des experts en culpabilité. Ils ne m'ont jamais respecté. Ils m'aimaient à peine. Je n'étais pas de la famille. J'étais une source de financement. Et puis est arrivé décembre. Les plans de Noël ont commencé à circuler dans le chat de groupe familial à la mi-novembre. Bien sûr, on s'attendait à ce que j'organise à nouveau, que j'achète pour tous les enfants à nouveau, que je sois le Père Noël avec une limite de crédit à nouveau. J'étais prêt à dire non cette fois, je le jure. Mais ensuite, mon père m'a envoyé un texto personnellement, « Tu es vraiment doué pour ces trucs. Pourquoi ne t'occupes-tu pas de tous les cadeaux à nouveau? On réglera ça plus tard. » On ne m'avait jamais réglé pour l'année dernière, ni pour l'année d'avant. Alors j'ai répondu, court et froid, seulement si nous nous mettons d'accord à l'avance sur qui paie. Il m'a laissé lu, et n'a pas répondu pendant 3 semaines. Je pensais qu'ils avaient peut-être compris le message. J'avais tort. Parce qu'ils ont utilisé ma carte de secours à la place. Une carte que j'avais donnée à ma mère il y a des années, au cas où. Elle avait toujours le numéro, et apparemment, elle l'avait partagé, car le relevé montrait des achats dans 5 magasins différents, dont aucun n'était dans sa région. Elle n'a rien acheté. Ils avaient tout acheté. Et quand j'en ai parlé au dîner, ils ont ri. Ils ont ri. Les mots exacts de papa, nous avons voté. Tu n'as pas d'enfant, alors tu devrais payer pour ceux qui en ont. Comme si c'était juste. Comme si c'était la démocratie. Comme si je n'avais pas le droit de dire non. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'ils le croyaient vraiment. Ils pensaient que j'existais pour alléger leur fardeau, qu'être sans enfant signifiait que je devais une taxe à ceux qui avaient de vraies familles, que ma vie, ma paix, mon temps, mes finances étaient facultatifs par rapport aux leurs. Et quand je me suis levé, quand j'ai dit qu'ils adoreraient ce qui allait suivre, ils n'ont pas bronché. Papa a ri. Parce qu'à leurs yeux, je bluffais. Je l'avais toujours fait. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Pas par culpabilité, je n'avais pas encore dépassé cette partie, mais je n'y étais pas non plus complètement. J'étais grand éveillé, allongé dans mon lit, rejouant chaque insulte, chaque attente tacite, chaque fois qu'ils m'avaient fait sentir inférieur parce que je n'avais pas ce qu'ils avaient, des enfants, des dettes, le chaos. D'une manière ou d'une autre, cela les rendait supérieurs, nobles, et moi, jetables. Mais alors que le soleil se levait et peignait mon plafond d'un orange pâle,
j'ai senti quelque chose changer. L'hésitation s'est écoulée de moi comme du poison. Et ce qui l'a remplacé, ce n'était pas seulement de la colère. C'était de la clarté. Il voulait traiter ça comme une démocratie? Très bien, parlons de démocratie. Alors j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé. Objet, changement de contribution aux vacances. Corps du message, à compter d'aujourd'hui, je me retire de tout soutien financier lié à notre famille élargie. Cela inclut les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire pour mineurs ou adultes, les contributions aux frais de scolarité, les prêts hypothécaires relais, les Venmo d'urgence, les cautions pour les factures de vétérinaire imprévues, les réparations de voitures ou les abonnements à Disney+. Si vous avez déjà dépensé de l'argent en utilisant mes cartes, attendez-vous à une rétrofacturation. Si vous avez enregistré mes informations ou les avez partagées sans mon consentement, attendez-vous à un contact juridique. Vous avez voté. Je vote en retour. Joyeux Noël, celui qui n'a pas d'enfant. Et puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». À tout le monde. Chaque nom dans ce chat de groupe, mes parents, ma sœur, mes 6 cousins, ma tante qui pense toujours que je lui dois quelque chose pour cette fois où elle m'a gardé quand j'avais 4 ans. Et puis j'ai éteint mon téléphone. Il leur a fallu exactement 7h16 pour craquer. Quand j'ai rallumé mon téléphone, il a explosé comme une grenade dans ma main. 53 appels manqués, des dizaines de textos, des messages vocaux de parents en sanglots, des cousins menaçant de me poursuivre en justice pour dommages émotionnels. Un message de ma mère qui commençait par « J'ai le cœur brisé » et se terminait par « C'est plus que décevant ». Et papa m'a appelé 12 fois. Son dernier message vocal n'était qu'une phrase « S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça ». Mais c'était déjà fait. Parce qu'au moment où ils ont réalisé ce que je voulais dire par « rétrofacturation », j'avais déjà parlé à ma banque. La réclamation pour fraude avait été approuvée. Plus de 3600 $ de dépenses non autorisées étaient désormais signalées. Ces maisons de rêve Barbie et ces fusinaires étaient en attente. Les iPads de Noël et les boîtes retournées. Et la cerise sur le gâteau, j'ai gelé la carte d'urgence. Alors, quand ma cousine Sarah a essayé de l'utiliser pour une réservation d'hôtel plus tard dans la nuit, elle a été refusée. 2 fois. Les retombées ont été nucléaires. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon oncle, l'un des rares qui ne m'avait jamais demandé d'argent, mais qui n'avait jamais rien dit non plus lorsque les autres le faisaient. Sa voix était basse et honteuse. Ta mère est en larmes. Elle dit que tu as ruiné Noël. Je n'ai pas bronché. Non, ai-je dit. Ils l'ont ruiné quand ils en ont fait une transaction. Ils étaient juste dépassés. Non, ai-je coupé. Il se sentait en droit. Il y a une différence. Il est resté silencieux, puis a dit, tu vas vraiment leur réclamer tout? Je l'ai déjà fait. Il a soupiré. Eh bien, je ne peux pas dire qu'il ne l'avait pas mérité. Puis il a raccroché. C'était le dernier message civil que j'ai reçu pendant des jours. La vraie confrontation a eu lieu 3 jours plus tard. Je suis rentré du travail et je les ai trouvés attendant sur mon porche. Maman, papa et ma sœur Rachel, les bras croisés et le visage tordu comme si elle mâchait de l'acide de batterie. On peut parler, a demandé maman, la voix déjà tremblante. J'ai ouvert la porte. Dites ce que vous êtes venu dire. On ne voulait pas que ça se passe comme ça, a-t-elle dit rapidement. On pensait juste. Quoi? Que je me tairais et que je paierais la note à nouveau. Que je sourirais et dirais, bien sûr, volez-moi à l'aveuglette, mais faisons-le avec du lait de poule. Papa a essayé d'intervenir. Fistounet, ne transformons pas ça en une sorte de guerre. Nous sommes une famille. J'ai ri fort. Vous avez déclaré la guerre la seconde où vous avez utilisé ma carte sans me le demander et que vous avez appelé ça à voter. Ça ne ressemblait pas à de la famille. Ça ressemblait à de la trahison. Rachel a roulé des yeux. Oh mon Dieu, tu es encore là-dessus? Tu agis comme si on t'avait vidé toutes tes économies. J'ai payé ta voiture l'été dernier, ai-je crié. Parce que tu ne pouvais pas te déplacer avec un pare-brise fissuré. Tu as dit que tu me rembourserais. Elle a ricané. Tu gagnes 6 chiffres, tu survivras. Et c'est exactement pour ça, ai-je dit en me rapprochant, que ça se termine maintenant. Vous me traitez tous comme si j'étais juste un portefeuille qui apparaît de temps en temps avec une cocotte. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. On essayait juste de donner aux enfants un bon Noël?
Alors vous me volez? Papa s'est avancé. Assez. C'en est trop. Tu dois arranger ça. Annule les rétrofacturations, tout de suite. Je l'ai regardé fixement et n'ai rien dit. Alors il a essayé un autre angle. Pense à ce que ça donne l'air, a-t-il dit sombrement. Qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Que tu as trahi ta famille pour quelques jouets? Je n'ai même pas scié. Non, ai-je dit. Je veux que les gens disent que j'ai enfin eu du cran. Et puis j'ai dit la seule phrase qui a fait halter ma mère, hurler Rachel et rendre mon père complètement blanc. J'en ai fini avec vous tous. J'ai déjà bloqué vos numéros. Et à partir de ce week-end, je déménage dans un autre état. Seul. Le silence était glorieux. J'ai ouvert ma porte d'entrée. Maintenant, dégagez de mon Porsche. Les premières 48 heures après cette confrontation ont été d'un silence de mort. Et honnêtement, c'était magnifique. Pas d'appel téléphonique, pas de texto passif-agressif, pas de bombe de culpabilité déguisée en nouvelles de la famille. Pour la première fois depuis des années, je pouvais réellement respirer. Je me suis assis par terre avec une tasse de café et une playlist Spotify, réalisant que je ne portais plus le poids de personne d'autre. Personne n'attendait que je paie une facture, que je règle une catastrophe ou que je sauve la situation. C'était la paix. Mais je connaissais ma famille. Ils ne lâchent pas prise si facilement quand ils perdent leur donateur préféré. Au bout de 3 jours, ils ont recommencé à ramper, dans le seul langage qu'ils connaissaient, la manipulation. Peut-être devrions-nous parler comme des adultes. Ta mère est malade de stress. Tu es content maintenant? Les enfants demandent pourquoi l'oncle fantôme n'appelle plus. J'ai vu les messages. Je n'ai pas répondu. Parce que je savais qu'aucun d'eux ne me manquait. Il manquait ce que je fournissais. Mais ensuite est arrivé quelque chose que je n'attendais pas. Un message de mon cousin Jason. J'ai merdé. On peut parler? Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, il était devant ma porte d'entrée. Et il avait l'air différent. Pas la version habituelle à moitié endormie, en sweat à capuche, imbibé de sarcasme. Il était propre sur lui, les cheveux brossés, un blazer, même une montre. Il avait l'air de jouer le rôle du frère fonctionnel. Je me suis inscrit à des cours en ligne, a-t-il dit. Marketing. J'ai commencé à travailler avec un ami, j'essaie de me reprendre en main, pour de vrai. Je suis resté silencieux. J'étais jaloux de toi, a-t-il dit après une longue pause. C'est pour ça que je me suis emporté. Tu avais ta vie. Pas de chaos, pas d'enfants, pas de bruit constant. Et je détestais ça. J'ai incliné la tête. Tu es là pour de l'argent? Non, a-t-il dit rapidement. Je suis venu dire, je ne suis plus ton ombre. Pendant une seconde, je l'ai cru. Il est parti 30 minutes plus tard. J'ai reçu une alerte de ma banque. Quelqu'un essayait de réinitialiser l'accès à mon compte en ligne. Devinez qui? Jason. Il n'avait pas changé. Il jouait la comédie. Il n'était pas venu s'excuser, mais pour voir si je croyais encore à leurs larmes. J'ai verrouillé chaque mot de passe, gelé la carte de secours, alerté à nouveau ma banque. C'était la dernière fois que quelqu'un de ma famille s'approchait de ma vie. Et puis est venue la liberté. J'ai résilié mon bail, accepté un emploi dans un autre état. Salaire plus élevé, nouvel appartement, pas de parents dans un rayon de 600 km. Mais la meilleure partie, ce n'était pas le travail ou le nouveau départ. C'était un message de Kelly, la femme de Jason. J'ai vu ce qu'il a fait. Je demande le divorce. Et merci. Tu as été le seul à vraiment aider. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. Elle savait. Tout ce temps. Elle savait ce qui se passait, mais elle était restée silencieuse. Jusqu'à maintenant. Et soudain, j'ai réalisé. Peut-être que ma décision n'était pas seulement pour moi. Peut-être que le fait de me choisir avait donné à quelqu'un d'autre le courage de faire de même. Avant de quitter la ville, j'ai laissé un dernier message dans le chat de groupe familial. Je l'ai renommé, cette banque a définitivement fermé. Essayez d'aimer à la place. Puis j'ai cliqué sur « Quitter le chat ». Alors que je m'éloignais, la voiture remplie de cartons jusqu'au toit et la musique à fond par les fenêtres, j'ai souri. J'étais seul. Mais pour la première fois, ce n'était pas une punition. C'était la liberté.
C'est drôle comme votre monde devient silencieux une fois que vous coupez les ponts avec les gens qui ne vous ont jamais vraiment écouté. Après avoir déménagé, changé de numéro, bloqué chacun d'eux, le silence n'était pas de la solitude. C'était la paix. Une paix brute, corsée, glorieuse. Fini les textos qui disaient « Peux-tu juste couvrir le loyer de ce mois-ci » Fini les culpabilisations enveloppées de fausses sollicitudes. Fini de regarder mon téléphone s'allumer avec des noms qui n'apparaissaient que lorsque leur facture arrivait. Ils étaient partis. Et pas seulement partis, coupés. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais financièrement attaché à la survie de personne d'autre. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je survivais selon mes propres termes. J'ai trouvé un nouvel appartement. Rien d'extraordinaire, mais c'était le mien. Mes règles, mon budget, mon frigo rempli uniquement de choses que j'aimais. La première nuit où j'y ai dormi, j'ai laissé mon téléphone en mode « ne pas déranger », non pas parce que j'attendais un appel, mais parce que je savais enfin qu'il n'y en aurait pas. Et laissez-moi vous dire, il y a une sorte de guérison qui se produit dans le silence. En n'ayant pas à vous expliquer, en n'ayant pas à défendre vos limites, en ne vous demandant pas constamment « suis-je trop dur ?» Non, vous n'êtes pas dur. Vous êtes libre. Ils ont essayé, bien sûr. Nouveau numéro, contact bloqué, messages vocaux, même un compte Instagram jetable qui m'a envoyé un message, rentre à la maison. Nous sommes une famille. Assez, c'est assez. J'ai ri. Assez, c'est assez. C'est ce que j'ai dit quand vous avez voté pour me voler et que vous m'avez ri au nez. C'est ce que j'ai dit quand mon propre père m'a dit que je devrais en faire plus parce que je n'avais pas d'enfant. C'est ce que j'ai dit quand mon frère, après tout ça, a quand même essayé de pirater mon compte bancaire. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, assez, n'est plus une demande. C'est une limite. Et devinez quoi? C'est une limite qu'ils ne franchiront plus jamais. J'ai commencé une thérapie. J'ai tout raconté à ma thérapeute. Elle n'a pas scié, a juste hoché la tête et a dit « Vous avez été conditionné à croire que l'amour doit être gagné par le sacrifice. » Cette phrase m'est restée, parce que c'est ce que c'était. Il m'avait fait sentir que si je ne donnais pas, je ne valais rien. Que si je ne payais pas, je ne faisais pas partie du groupe. Que si je ne sacrifiais pas quelque chose, argent, temps, paye, il ne ferait même pas semblant de m'aimer. Ce n'est pas comme ça qu'une famille devrait agir. C'était du contrôle, pas de l'attention. Et j'y ai échappé. Les gens me demandent maintenant, regrettes-tu d'avoir coupé les ponts avec eux? Non. Pas une seconde. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je regrette chaque fête d'anniversaire que j'ai financée où je n'étais même pas invité. Je regrette chaque fois que j'ai annulé des plans pour traverser la ville parce que la facture d'électricité de quelqu'un était en retard. Je regrette d'être celui qui se souvenait de l'anniversaire de chaque enfant de cousin alors qu'ils oubliaient le mien, année après année. Je regrette de les avoir laissés me faire croire que j'étais l'égoïste. Non. Je ne bronche même pas quand je pense à eux. Ils ont fait leur choix quand ils ont décidé que j'étais utile, pas aimé. Ils ont voté. Et maintenant, moi aussi. Unanimité. Coupure. Mais voici la tournure qu'ils n'ont jamais vu venir. Je vais mieux que jamais lorsque j'étais leur prisonnier émotionnel et financier. J'ai été promu. J'ai commencé à voyager. Je sors avec quelqu'un qui ne me demande rien, sauf de la présence et de l'honnêteté. Je redécouvre des passe-temps que j'avais abandonnés il y a des années pour rechercher l'approbation. J'ai repris la photographie. J'apprends à cuisiner de vrais plats, pas seulement des plats à emporter manger à mon bureau à minuit en payant le loyer de quelqu'un d'autre. J'ai adopté un chien. Je l'ai appelée Balance. Elle est calme, loyale et n'attend rien de moi, sauf de l'amour. Ce qui, honnêtement, est plus que ce que je peux dire de la plupart de mes parents de sang. Et juste au moment où je pensais que l'histoire était terminée, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il disait juste, il est parti. Nous divorçons. Je voulais que tu le saches. C'était Kelly. L'ex-femme de Jason, maintenant. Elle l'avait finalement quitté. Apparemment, la petite transformation de mon frère avait une date d'expiration. Elle m'a dit plus tard qu'il avait sombré, perdu son emploi, s'était saoulé, avait dilapidé ce qui restait de ses économies. Elle a découvert qu'il essayait toujours d'utiliser mes anciennes informations bancaires, même après s'être fait prendre. Tu as été le seul à le voir clairement, a-t-elle dit. Je ne te croyais pas avant.
Je le crois maintenant. Et c'est là que ça m'a vraiment frappé. Il ne s'agissait pas seulement de couper les ponts avec eux. Il s'agissait de refuser de porter leur illusion plus longtemps. Parfois, quand vous vous éloignez, vous ne vous sauvez pas seulement vous-même, vous éclairez le chemin pour que quelqu'un d'autre voie enfin la vérité. Je n'ai pas perdu une famille. Je me suis libéré d'une arnaque. Alors, quand les gens demandent « Qu'est-il arrivé à ta famille ?», je souris et je dis « Avant, j'étais celui qui payait pour Noël. Maintenant, je suis celui qui s'en est sauvé. »